Vous êtes sur Elvic TV Résistance, bienvenue à vous. Et les informations en Afrique de l'Ouest, en Hibernie, en Côte d'Ivoire, elles sont légion. Ces jours-ci, c'est frénétique. Nous sommes à l'approche de l'élection présidentielle et comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a une élection dans ce pays, c'est le chaos, c'est le désordre, ce sont les intimidations aussi, ce sont les menaces et beaucoup d'autres choses. Et surtout, on sait que les élections là-bas sont rythmées par la fraude et les intimidations surtout. C'est ce dont nous allons parler ce soir. Vous êtes avec Isaac Kofi depuis nos studios de Bamako au Mali, dans l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Vous êtes sur Elvic TV. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, n'hésitez pas à le faire. Et abonnez-vous juste en cliquant sur abonner, ensuite sur la cloche de notification pour recevoir les notifications quand nous mettons une nouvelle vidéo ou quand nous sommes en direct. Et puis si vous aimez ce que nous faisons, likez, c'est important. Vous parlez ainsi aux algorithmes pour que ça puisse devenir viral. Donc sans trop tarder, rentrons dans le vif du sujet. La police scientifique et la police aussi des documents a interpellé un réseau de faussaires de pièces d'identité. Et cela, c'est juste le point de l'iceberg, car on sait que dans toutes les mairies de Côte d'Ivoire détenues par le RDR-RHDP, une fraude aux documents d'identité est en cours depuis plusieurs années maintenant. La nationalité ivoirienne a été bradée. Les documents ivoiriens ont été falsifiés, des vrais faux documents et partagés un peu partout. Surtout, même le passeport national, on a ainsi décelé au travers d'une enquête après un signalement des autorités du Qatar. On a ainsi décelé un trafic de passeports où 120 000 passeports ivoiriens avaient été bradés à des sommes vendus à des sommes partant de 10 millions, 15 000 $ à souvent plus de 30 000 $. C'était un réseau piloté par des Ivoiriens et des Moyens orientaux, des Libanais, et dans ce cas-là, qui a engrangé plusieurs centaines de milliards. On peut comprendre que ces genres de fraudes se font toujours avec la complicité de gens haut placés qui sont dans le système, des gens qui ont accès on va dire à la confection de ces documents-là. Et aujourd'hui, les petites mains, ce sont des pièces d'identité par-ci, par-là. Ce réseau démantelé sûrement produisait des papiers qui servaient à des personnes à se faire établir des documents d'identité ivoiriens et ensuite pouvoir s'enrôler sur la liste électorale pour voter. Allons-y connaître le réseau démantelé et ensuite nous parlerons de la fraude que le RDR orchestre sur toute l'étendue du territoire et qui est dénoncée depuis plusieurs années maintenant par des observateurs de la vie politique ivoirienne. Yopougon, commune du nord-ouest d'Abidjan, quartier à Sanvon. Y sont cueillis, ces mises en cause, dans les faits de fraude documentaire, faux et usage de faux, de documents d'identité et autres actes administratifs, dans les certificats de mariage et d'hérédité, des faits d'armes, désormais aux mains de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale, et vite transférés à la base du détachement spécialisé de la police nationale. Sur les lieux, divers documents falsifiés, allant du certificat de nationalité, à l'extrait de naissance, en passant par le casier judiciaire, le certificat d'hérédité et l'extrait de décès. Ils ont deux types de documents. Ils ont des documents de contrefaçon et ils ont aussi des spécimens qui sont authentiques. En plus de ça, eux-mêmes, ils produisent des documents. Mais ces documents sont contrefaits. Commune de Poboué. Lorsqu'ils ont un seul spécimen, ils reproduisent ça et ils mettent dans leur ordinateur. À partir de là, ils peuvent produire autant de copies. En bonne place, tout un arsenal intégrant la logistique de production et les sceaux de procureurs et de greffiers de l'ensemble des juridictions, dans les sections de l'intérieur du pays et les tribunaux de première instance d'Abidjan. Ils reproduisent les cachets des magistrats et des greffiers de ces localités-là. À la suite de ça, lorsqu'ils ont un requérant qui sollicite un acte de cette localité, le requérant n'a pas besoin de se déplacer pour aller là-bas. Sur place, ils produisent le document et ils signent le document à la place de l'autorité compétente. Les présumés auteurs sont tombés dans le filet de ces hommes, du commissaire divisionnaire major Binaté, suite à l'achat de vrais faux documents, débusqués par l'expertise,
aux rayons ultraviolets. Cet ensemble d'éléments que nous voyons là, ce sont les éléments de sécurité du document. Par contre, ici, il n'y a rien qui apparaît. On voit le papier tel qu'il se présente. Ça voudrait dire que c'est un document contrefait. Le réseau démantelé a ses tentacules dans des pays voisins. Des complicités que l'unité opérationnelle s'affaire à débusquer pour couper la chaîne. Bien avant, les usagers sont interpellés. Il faut éviter d'utiliser les réseaux parallèles parce qu'ils vont vous délivrer un faux document et si vous ne faites pas attention, ça va vous rattraper plus tard. Vous avez besoin d'un document de justice, allez-y dans un palais de justice. La logistique saisie continue d'être exploitée. Objectif, démasquer les complicités internes et externes de ce trafic, des documents administratifs et les actes de justice. Yopougon. Voilà, vous avez vu ce reportage, les présumés criminels n'ont pas encore été condamnés, donc disposaient des sceaux des palais de justice de toute la Côte d'Ivoire. Ils disposaient aussi de documents authentiques, sans signature, sans donc cachet, mais ils disposaient des cachets, donc ils pouvaient ainsi produire des centaines de milliers de documents. Et dans le reportage, on nous dit que ces criminels disposaient ces présumés criminels disposeraient de complicité dans des pays voisins. Dans quel pays voisin? De quel pays parle-t-on ici? Et à quelle fin ces documents ont été délivrés dans des pays voisins? Donc voici un peu la réalité. Ces documents qui sortent des tribunaux, qui sortent des mairies souvent contrôlées par le RDR-RHDP. On a vu pendant plusieurs directs ici, c'est cette carte électorale de la Côte d'Ivoire où le RDR dit avoir remporté l'élection sur toute l'étendue du territoire national, ce qui était faux naturellement. Vous pouvez comprendre dans quelles circonstances ces victoires ont été obtenues. Avec cette carte que vous voyez, le RDR contrôle toutes les régions, presque toutes les mairies, au détriment de l'opposition politique qui a vraiment gagné l'élection. Lorsque l'élection se passe de façon transparente, c'est l'opposition qui est majoritaire. Mais le RDR dit avoir gagné, voilà, avec la fraude. Et c'est dans ces mairies-là que ces réseaux criminels obtiennent des documents authentiques, des documents non signés, qu'ils obtiennent aussi des cachets dans les tribunaux de la Côte d'Ivoire. Ils obtiennent aussi des cachets et des documents, des actes administratifs sont ainsi délivrés frauduleusement par des réseaux en complicité avec des gens qui travaillent dans l'administration publique qui, je rappelle, est dirigée par le RDR. On nous dit que les enquêtes se poursuivent afin de déceler les complicités à tous les niveaux. Vous savez que ces choses n'aboutissent jamais. Mais toujours est-il qu'on l'a vu avec la liste électorale, il y avait des personnes qui avaient peut-être 200, 400 enfants, d'autres sont nés il y a plus de 150 ans même, et on nous dit que bon, ces personnes sont soit décédées, donc ne voteront pas. Comment ont-elles pu se déplacer pour aller se faire enrôler sur la liste électorale? Peut-on avoir des erreurs sur une liste électorale où l'enrôlement se fait de façon manuelle dans un système informatique où on vérifie les informations avant la signature effectuée par le requérant? Alors comment peut-on se retrouver avec des fautes? Comment peut-on se retrouver avec des personnes qui ont 10 enfants qui sont sur la liste électorale? Cela démontre que le RDR-HDP n'a aucune volonté d'organiser des élections transparentes et ouvertes à tous et à toutes en Côte d'Ivoire, qu'il compte sur la fraude pour pouvoir se maintenir par la force au pouvoir, et cela en complicité avec la commission électorale indépendante. Regardez la liste de cette commission électorale indépendante dans les régions. Donc nous avons la liste des présidents de CEI, de la commission électorale indépendante, désignée par la CEI à Yopougon. Voilà, donc il y a ce commentaire de cette personne. Donc dans la commune de Yopougon, la CEI a pour président la CEI 1, donc M. Sei Bidoua Émile, la CEI 2 a pour président M. Moussa Dosso, ainsi de suite, Koulibaly Mamadou Diabaté, Namboué Diarasuba Diakaridja, c'est ça, Koulibaly Debolo, Kamagate Mamadou, Drabo Moussa, Kode Mamadou, Kone Amidou et Kone Diakaridja et Sanogo Issa. Pour les 12 CEI, les noms des présidents des CEI locales ont une consonance d'une seule région, le nord de la Côte d'Ivoire, où le RDR dit être majoritaire. Yopougon, je rappelle, est
la plus grande commune de Côte d'Ivoire située au nord d'Abidjan. C'était un fief, ou c'est toujours un fief, il faut le dire, malgré la fraude, un fief du PPACI et du PDCI-RDA qui ont remporté tous les sièges aux élections législatives. Donc, il n'y a aucun représentant presque de l'opposition dans ces CEI locales. Tous les représentants de la CEI ici sont issus du RDR, le parti au pouvoir, voilà, par la force. Et en tout cas, les dénonciations ne se font pas attendre, tant sur la fraude, tant le mode de l'organisation des élections, tant sur les membres de la commission électorale, tant sur la loi électorale elle-même. Écoutez cet expert qui s'exprimait face au président de la CEI, Kluivert Coulibaly, c'était sur le plateau d'une télé nationale. Nous sommes dans une république. La république s'oppose à la monarchie. La monarchie, le souverain, c'est le monarque. Mais dans une république, c'est le peuple. Et dans le peuple, dans la république, tous les citoyens sont égaux. Le président de la république n'est pas supérieur à quelqu'un. Dans une république. Mais quand vous dites par exemple, en donnant l'exemple, qu'il y a un monsieur qui est venu, il n'a pas 50 millions, et qu'on ne donne pas n'importe qui et autres. Mais monsieur le président, excusez-moi, mais c'est des propos qui choquent un peu les valeurs républicaines. Justement, dans une république, il n'y a pas de farfelus. Tout le monde et tout le monde peut prétendre être candidat. Mais la vendeuse de Kabato peut être président de la République et mieux gérer la Côte d'Ivoire qu'un agrégé, qu'un fonctionnaire du FMI et de la Banque mondiale. Mais ça, vous le savez. Mais pourquoi vous dites, par exemple, que la pauvreté est un délit, que c'est n'importe qui, que, par exemple, on met la clé. Tous les citoyens. Le président Lula, le président brésilien, mais c'est un enfant de pauvre. Il n'est même pas allé à l'école. Le président Ronald Reagan, l'un des meilleurs présidents états-uniens, il n'a même pas le niveau élémentaire, c'est-à-dire le CP chez nous ici. Vous voyez, le président ukrainien aujourd'hui, mais c'était un humoriste. Un peu comme nous à Galawal ici et autres, etc. Mais parce que nous sommes dans une république, tout le monde peut prétendre. Tel que vous dites, c'est-à-dire que pour vous, seuls ceux qui ont l'argent, qui ont fait de grandes études, peuvent prétendre. Ça, c'est de l'aristocratie, c'est antidémocratique. C'est pourquoi je parle encore de plutocratie. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Et quand on regarde bien, c'est la bourgeoisie qui nous gouverne. Regardez tous ces députés, tous ces présidents, tous ces candidats, ce sont des hommes riches. C'est pas normal. Ce n'est pas la richesse qui décrète l'intelligence politique. Deuxième, troisième élément, bon, la liberté, bon, ça c'est philosophique. Hein. On peut s'entendre comme ne pas s'entendre. Bon, ben, si je suis libre de ne pas voter, qu'on me permette aussi d'être libre de ne pas accepter les décisions prises par l'élu au choix duquel je n'ai pas participé. Voici la liberté. Moi, je n'ai pas participé au vote à Cocody parce que ça ne m'intéresse pas. C'est ma commune. Donc, les mesures prises par le maire de Cocody, je ne les respecte pas, ça ne s'impose pas à moi. Il faut que ma liberté se poursuive, continue. Mais vous dites non, tu es libre de voter ou de ne pas voter, mais tu es obligé d'accepter les décisions. Vous voyez que la notion de liberté, là, est un peu chose. Je pense que mais ce sont des réflexions. Je vous concède. Maintenant, concernant la crédibilité de la CEI, non, le problème est d'une simple clarté. Vous l'avez bien si bien souligné, Monsieur le Président. Au départ, c'était l'administration. Tout le monde était unanime pour reconnaître que notre administration n'était pas impartiale, n'était pas neutre. C'est donc un aveu d'échec de gouvernance. De tous les régimes se sont succédés. Parce que l'administration, par définition, doit être neutre. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de la France, avec l'actualité. Mais c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections là-bas. Mais personne ne va discuter. On a vu aujourd'hui le ministre Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, candidat à sa propre session, en tant que député. Quand il est allé, il s'est mis en rang. Dans une république, on se met en rang. Il n'y a pas président de la République, il n'y a pas ceux qui arrivent en retard. Il s'est mis en rang pendant 35 minutes avant d'aller voter. C'est symptomatique. Et personne ne peut discuter parce qu'on fait confiance aux fonctionnaires. Mais chez nous ici, personne ne fait confiance aux fonctionnaires, à l'administration. C'est pour cela qu'on a mis en place la CEI. Mais on dit qu'elle est indépendante. Mais elle devait être indépendante vis-à-vis de qui? La CEI devait être indépendante vis-à-vis de l'administration. Mais que fait le représentant du président de la République, chef de l'administration, qui par ailleurs lui-même est président d'un parti politique, donc compétiteur électoral? Que fait le représentant du ministre de l'Intérieur, qui est lui-même par ailleurs membre d'un parti politique? C'est l'administration. Donc la commission électorale indépendante n'est pas indépendante de l'administration. Elle devait être indépendante des compétiteurs. Et ça va de soi. On ne peut pas organiser un match à SEC Africa et prendre un arbitre à SEC, un supporter de la SEC et des arbitres de touche supporters de l'Africa. Ça n'a aucun sens. Donc en d'autres termes... J'arrive.
Terminé, je crois, Julien. Oui. Thème, les partis politiques ne devaient pas avoir leur représentant. Les partis politiques, il faut le dire, n'ont pas droit d'être au sein de la commission électorale. Voilà, il faut le dire, cette commission électorale est dépendante des partis politiques. Voilà. Parce que, vous voyez, quand on parle de représentants des partis politiques, ils disent non, ce ne sont pas nos représentants. Une fois qu'on est nomme, ils prennent serment et ils ne nous représentent plus. Ça. Vous savez, comme le disait Jean Jaurès, quand les hommes n'arrivent pas à changer les choses, ils changent les mots. C'est leur représentant. Comprenez? Et donc, cette question repose avant tout sur une question de crédibilité. Et je le répète, la mise en place d'une commission électorale indépendante dans un État démocratique est un échec du dysfonctionnement de l'administration. Ce n'est pas un progrès politique, ce n'est pas un progrès démocratique. Il faut revenir à l'organisation de l'élection par le ministère de l'Intérieur. Cela suppose qu'on doit former des fonctionnaires neutres qui doivent avoir pour maxime le principe du devoir d'ingratitude. Voilà, vous avez écouté les démonstrations du professeur Kwao, qui est un expert, un analyste politique, et on a vu aussi par la position et par aussi le langage corporel du président de la CEI, un ex-président, je pense, un ex-proche de l'ancien président du Conseil constitutionnel, un ex aussi membre de la rébellion qui a porté Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Cette CEI n'est pas indépendante, elle n'est ni une commission indépendante, donc elle ne peut jamais dire la vérité des urnes en Côte d'Ivoire. À cet effet, les Ivoiriens, comme je l'ai dit tantôt dans mes interventions de quelques heures plus tôt, ont décidé de marcher le 13 septembre afin d'exiger une élection transparente et crédible. Donc, restez à notre compagnie tout au long de la journée. Nous aurons d'autres vidéos. Nous vous informerons s'il y a encore d'autres informations concernant la CEI, sa crédibilité, l'élection donc à venir d'octobre 2025 et les autres élections, l'élection législative de 2026, la crédibilité de tous ces scrutins, de même que la stabilité de la Côte d'Ivoire. Car il en va de la stabilité du pays, que l'élection se déroule de façon apaisée. Passez une excellente journée. On se retrouve tout à l'heure sur Elvic TV Résistance.